Reflet d'ici, rétrospective 2021 est une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. 2021 a été riche en actualités. Revoyez les reportages et les entrevues marquantes de l'année à TVCGR dans cette première partie du Reflet d'ici, rétrospective 2021. Au début de l'année, la Chambre de commerce du Rocher-Percé et l'Office de tourisme du Rocher-Percé ont fusionné sur le nouvel organisme Tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé. Ariane Aubert-Bonne s'était entretenue avec le directeur général de l'époque, Daniel Bouvrette, qui promettait une année riche en apprentissage pour ses membres. Cette semaine, en entrevue, je reçois Daniel Bouvrette, qui est directeur général à Tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour, Ariane. Bonjour, donc bienvenue à l'émission. On va parler aujourd'hui de l'organisation Tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé. C'est un organisme qui est relativement jeune. Dites-moi, en quoi est-ce que ça consiste? En fait, Tourisme et commerce de la MRC du Rocher-Percé est un projet pilote financé principalement par la MRC du Rocher-Percé. L'objectif ici, nous avions auparavant l'Office du tourisme de la MRC du Rocher-Percé et la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé, qui étaient deux organismes qui avaient un peu de misère à se structurer, à rentrer en poste. Les levées de fonds, le financement de ces deux organismes-là était somme toute assez difficile. Dû à des duplications au niveau des frais fixes, un directeur général pour chacun des organismes, une permanence au niveau des deux organismes, un loyer au niveau des deux organismes, assurance, etc., etc. Donc, c'était une dualité au niveau des frais. L'idée ici était de, aller économiser ou rejoindre les dépenses des deux organismes ensemble pour aller, dans un premier temps, chercher une économie, deux, chercher un budget suffisant qui permettrait de mettre en place une permanence qui serait en mesure d'atteindre les objectifs fixés par le conseil d'administration du nouvel organisme. Alors, moi, je suis rentré en poste au mois de... Tout ça s'est déroulé fin 2019, début 2020. L'année fiscale, la première année fiscale commençait au 1er octobre 2019. Donc, on vient de terminer notre première année fiscale. Moi, je suis rentré en poste au mois de mai. On est une grosse équipe de deux pour le moment. Donc, Daphné Pitre, une petite fille de Percé, une petite fille du coin qui est extrêmement compétente, extrêmement dynamique et qui est impliquée dans un paquet, est impliquée au niveau du festiplage et un paquet d'événements. Et Daphné est ma coordonnatrice. Donc, on travaille une équipe de deux. Et chapeauté par un CA qui a 7 membres pour le moment, mais qui peut aller jusqu'à 9 membres. Donc, on ne voit pas 2 postes disponibles encore au niveau du conseil d'administration de l'organisme. Donc, l'objectif initial était, de regrouper un peu puis d'aller chercher une économie d'échelle tout en se donnant les moyens d'aller chercher une permanence qui avait l'expérience nécessaire pour relancer l'organisme en tant que tel et atteindre ses objectifs. Objectifs qui sont, grosso modo, de monter une communauté d'affaires qui saura parler d'une seule voix pour défendre les dossiers économiques importants de la région. Donc, mélanger économie générale et tourisme, selon vous, c'est compatible? Oui, tout à fait. Écoute, une entreprise touristique demeure une entreprise. Économiquement, c'est important. En tout cas, moi, je connais pas un restaurateur ou un hôtelier qui est là juste par passion puis qui désire pas retirer des bénéfices puis avoir un achalandage intéressant. Je pense que toutes les entreprises touristiques, autant
qu'industrielles ou commerciales sont en affaires pour faire des bénéfices, pour avoir un achalandage, puis donner un service, répondre à une clientèle, tout en gagnant de façon respectable sa vie. Donc, définitivement que ça se lie. Notre aspect touristique, ben, il est sûr qu'on va mettre en page, puis on va continuer à mettre en page la revue La Route du Rocher-Percé, qui présente un peu toute la région, les attraits touristiques, les activités, etc., les villes de la MRC. Ça va continuer. Pas en 2021 parce qu'il nous reste beaucoup dû à la COVID. Ben, cette année, on a énormément de revues qui nous est resté de 2020. Fait qu'on va reprendre ces revues-là cette année puis on va sauver quelques arbres et réutiliser celles-ci. Donc, on continue là-dedans. Lorsque les salons touristiques vont reprendre, ben, on va aller représenter la région à l'intérieur de ces salons touristiques-là. Mais au-delà de tout ça, on va avoir un mandat de formation, autant au niveau qualitatif que pas quantitatif, mais au niveau qualitatif, au niveau 1, de la qualité du service qui est donné, puis de la connaissance de la région. S'assurer que si je vais gazer au dépanneur, moi, le touriste va gazer au dépanneur, ben, le commis du dépanneur à qui je vais demander une information, bon, c'est où, je sais pas moi, le Bourg de Pabot ou Nova Lumina. Bon, ben, oui, c'est quoi? Où est-ce que je peux pêcher? Ah, ben là, tu peux aller là. Y a-tu un terrain de golf dans le coin? Oui, il y en a un là, il y en a un là. En fait, mettre en place des séances de formation touristique qui va former les gens qui travaillent dans le domaine sur les attraits et les services qui sont offerts à l'intérieur de la région et s'assurer que ceux-ci sont en mesure de donner la bonne information à nos touristes. Ça va devenir en quelque sorte des ambassadeurs. Tout à fait. Ça va du commis de dépanneur au directeur d'hôtel. Ceux qui voudront, c'est un projet qui me tient à cœur, que je vais vouloir mettre en place dès que la COVID va disparaître. Mais on va avoir en pré-saison quelque chose comme mois de fin avril, début mai, là, on va avoir des formations qui vont se donner à cet effet-là. On va avoir d'autres formations au niveau de la qualitatif aussi, c'est-à-dire la qualité du service, l'attitude client, comment je reçois un client, l'importance d'un sourire quand il y a quelqu'un qui arrive. Donc, je disais, il y a énormément, en fait, la grosse majorité de la population, pas de la population, mais de la communauté des affaires touristiques le font, même dans les affaires générales. Mais avoir un reminder de prendre conscience de l'importance de tout ça, c'est jamais mauvais. Donc, on va travailler un petit peu autant au niveau de la qualité que la connaissance du territoire au niveau touristique, tout en défendant, comme de raison, les grands dossiers économiques. Donc, c'est beaucoup de nouveautés pour ces deux organismes-là qui se combinent. Comme vous disiez, c'est tout à fait compatible. L'un travaille très bien avec l'autre. Donc, maintenant, c'est un gros mandat que vous avez devant vous. Comment est-ce que vous voyez ça pour l'avenir? J'ai tellement hâte que la COVID s'en aille. J'ai un gros handicap, mais qui est une grosse force. Je suis un Laurentien de naissance qui est arrivé en Gaspésie depuis 2010, principalement dans le côte de Gaspé. Donc, ça fait 10 ans que je demeure dans la grande région de Gaspé, avec un bon réseau de contacts ici. Par contre, au niveau de la MRC du Rocher-Percé, mon réseau de contacts est somme toute plus limité. Ce qui me donne le gros avantage que j'ai à rencontrer et apprendre à connaître toute ma communauté. C'est un beau défi. Et j'arrive là sans préjugés, sans préavis. Je connais pas personne. Fait que je vois ça comme un défi extrêmement intéressant. Rentrer, tu sais, quand tu rentres dans une entreprise, chaque entreprise a son histoire. C'est quoi qui m'a amené à partir de cette entreprise-là? Pourquoi j'ai parti ça? Comment ça a été? Ça a été quoi mes embûches? Comment ça s'est passé?
chaque histoire, chaque petite histoire, j'ai un téléroman pendant chaque entreprise de la MRC que je vais aller rencontrer. Il y en a qui vont avoir le temps de me la conter, il y en a que ça va prendre un peu plus de temps, mais d'avoir l'opportunité de rencontrer tous ces gens-là, de s'intéresser à qui ils étaient, comment ils en sont arrivés là, comment ils ont développé leur entreprise, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, et de là, leur offrir notre aide s'ils ont besoin ils ont des nouveaux projets, mais ils ont besoin de trouver du financement, de support, de sensibiliser le gouvernement pour certaines demandes, etc. C'est là que l'importance d'une chambre de commerce forte vient en jeu. C'est-à-dire que lorsqu'on parle au ministère, lorsqu'on parle aux ministres, aux sous-ministres, puis on a des portes qui s'ouvrent au niveau de ces instances-là, on est capable de porter puis d'amener l'information puis de sensibiliser ces gens-là au dossier de nos membres et de la communauté des affaires, puis pas seulement que nos membres. S'il y en a des non-membres qui ont effectivement des projets qui sont intéressants, on va pouvoir travailler avec eux autres puis les faire avancer. Vous parlez de vos membres. En fait, vous représentez combien de membres à travers la MRC? Actuellement, ça joue, là, on est en période de recrutement, mais je te dirais qu'on a commencé l'année avec 221 membres. Ce qui est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, mais je te dirais que j'ai un objectif de monter ça à 450. J'aimerais ça doubler notre membership dans les 2 prochaines années. Je crois que c'est faisable. On a, dans la MRC du Rocher-Percé, il y a 260 entreprises d'au-dessus de 5 employés, puis il y a 765 entreprises au complet, selon Emploi Québec. Donc, il y a énormément de place à aller chercher un nouveau membership. Et les membres de Tourisme et Commerce de la MRC du Rocher-Percé ont 17 avantages qu'ils peuvent aller chercher pour financer leur membership. Si vous allez sur notre page web tcrp.ca, vous allez voir les avantages membres. On a au-dessus de 17 avantages membres qui va d'escompte sur le gaz, de travailleurs autonomes qui aimeraient avoir de l'assurance groupe, mais qui se qualifie pas parce qu'il est tout seul. S'il est membre de Tourisme et Commerce de la MRC du Rocher-Percé, il est en mesure d'aller chercher de l'assurance groupe. On a de très, très beaux forfaits avec navigue.com qui offrent un 20% d'escompte sur leurs tarifs de téléphonie IP. En tout cas, il y en a plus de 17, je ne les nommerai pas toutes, mais il demeure que si les nouveaux membres vont se bénéficier de ces avantages-là, ils financent et plus le coût de membership pour entrer membre chez nous. Donc, beaucoup, beaucoup d'avantages, en plus de bénéficier d'escomptes sur l'offre de toutes les formations et tous les événements que nous offrons au fil de la saison. Vous avez parlé des formations, justement, des formations qui vont être données en fonction des besoins des différents entrepreneurs. Ça va se faire cette année, j'imagine, sous la forme de téléformation, formation à distance. Oui. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir avoir comme type de formation avec vous? Écoute, excellente question, Ariane. Cette année, on offre, comme de raison, on est en mode COVID. Une des fonctions des chambres de commerce, c'est de tenir des événements de réseautage, de tenir des événements qui vont permettre à la communauté des affaires de se rencontrer, de discuter, de partir des projets ensemble. Et il y a un gars qui a une idée, il en jase avec un autre, hey, méchante bonne idée, as-tu besoin d'un partenaire? Moi, j'ai des connaissances là. C'est de même que les projets rentrent. C'est en parlant que du choc des idées, j'ai eu la lumière. Et voilà. Malheureusement, en mode COVID, on n'est pas en mesure de faire ça. Donc, une des seules fonctions qu'on est encore capable de faire, c'est de tenir effectivement des formations de façon virtuelle, par Zoom. Et cette année, en 2021, on est très, très fiers d'annoncer 10 nouvelles formations. En fait, on a 2 programmes de formation. Un programme de formation qui est un peu général, qui s'adresse à monsieur tout le monde, qui est en affaires, qui, lui, donne de la formation sur des stratégies à prendre en mode COVID. Ces formations-là sont offertes par Raymond Chabot, Grant Thornton et Rouge Marketing. On a une formation sur comment s'adapter au télétravail. On s'entend que le télétravail actuellement, là,
Comme vous pouvez voir, je suis en télétravail, tu es en télétravail. C'est devenu une réalité pour beaucoup de monde. Donc, comment on s'adapte en télétravail? C'est quoi nos attentes? Comment on peut évaluer la qualité du travail offert par nos employés ou par nous? Comment on peut structurer notre journée de travail, etc. Donc, c'est une formation qui est extrêmement intéressante. Après ça, on a géré les liquidités. Alors, comment gérer nos liquidités? En mode COVID, on s'entend que les revenus sont plus les mêmes. Non. Comment regarder? C'est quoi d'abord une liquidité? Comment balancer un revenu, dépenses, etc. Par la suite, on a stabilisé, amélioré les revenus, qui adresse un petit peu la situation. Là, bon, il y en a les entreprises d'alimentation puis de biens essentiels ont vu des booms, des montées de demandes extraordinaires, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, en arrachent un petit peu plus. Donc, comment adresser ça? Comment je peux trouver des stratégies qui vont faire en sorte que je peux limiter un petit peu les dommages ou mieux gérer l'apport additionnel? Après ça, on a surveillé les résultats. Alors, un petit cours de base sur c'est quoi un état des résultats, comment je peux faire un suivi, établir des stratégies qui vont faire en sorte que mes résultats sont à la baisse, à la hausse, puis quelles devraient être mes réactions face à chacune de celles-ci. Et on finit dans ce programme-là, maintenir les opérations. Donc, à l'intérieur de tout ça, les programmes qui sont disponibles pour maintenir les opérations, etc. Donc, c'est une formation qui est extrêmement intéressante, qui est beaucoup plus générale, qui va s'adresser autant aux travailleurs autonomes qui ont à peu près pas de formation en gestion aux gestionnaires de plus haut calibre. Et l'autre programme que l'on a est un programme dont on est très fiers. C'est un programme en collaboration avec l'Université Laval, offert par la SADC du Rocher-Percé. En fait, le premier programme, j'aimerais dire, effectivement, est offert par la SADC du Rocher-Percé et la MRC du Rocher-Percé. C'est financé et commandité par ces deux organismes-là. Le deuxième programme, en collaboration avec l'Université Laval, est un programme qui va s'adresser, lui, aux gestionnaires de métier, aux gens qui ont déjà une formation de gestionnaire. Et c'est un programme qui offre des conférences d'introduction à des outils de gestion extrêmement intéressants. Des outils de gestion qui sont des cours de deuxième cycle. Ces outils de gestion-là amènent à des cours de maîtrise. Donc, si vous regardez cette conférence-là, c'est justement intéressant, j'aimerais approfondir. Il y a des cours de maîtrise qui se donnent sur ces outils de gestion-là. Alors, on commence par la communication organisationnelle. La communication organisationnelle, c'est comment le flux de communication roule dans une entreprise. Comment on peut être efficace à l'intérieur de nos communications. C'est quoi la méthode? Comment les gens reçoivent et émettent leur communication? C'est quoi le cycle d'une communication, etc. Qui va permettre à clarifier un peu notre message, s'assurer que les tâches sont bien données et bien exécutées et bien évaluées. Le deuxième cours, ça c'est le 2 février prochain. Le deuxième cours, c'est la gestion du changement. Savais-tu qu'il y avait un cours de gestion du changement? Je savais pas qu'il y avait une formation là-dessus, mais ça semble assez utile. Écoute, moi, c'est une maîtrise que j'ai suivie et c'est un crédit, c'est 2 sessions. C'est un cours de 6 crédits sur la gestion du changement. L'être humain est très réfractaire à la base au changement. Quand tu apportes un changement, puis il y a énormément d'étapes à l'intérieur de la gestion du changement. Et on s'entend qu'en mode COVID, là, on en vit-tu des changements? Fait que, puis on regarde la réaction de certains membres de la population. Là, il y en a pour qui ça va bien, mais il y en a pour qui ils l'acceptent pas du tout. Puis faut savoir comment gérer ça. Puis ça, c'est commun à tout le monde. On a une multitude d'étapes à passer dans le changement. On passe à travers toutes les étapes de façon intense plus ou moins chacune d'entre elles, mais on passe. Donc, l'apprentissage, c'est quoi les étapes de la gestion du changement? C'est quoi, comment on adresse ça, comment on doit arriver à ça, quelles sont les stratégies, etc. Donc, ça va vous sensibiliser à toutes les facettes de la gestion du changement. L'autre, ça, c'est le 2 mars. Le 6 avril, on a l'approche coaching.
Donc, c'est un cours qui nous amène pour devenir un leader transformationnel, c'est-à-dire une approche coaching où on y va plus en mode moins directif, plus interrogatif, plus amené à s'ajuster à la personne qui est devant nous, parce que tous les êtres humains sont différents. Puis un coach, contrairement à un boss, ça va dire, bon ben, Ariane, va aller me faire ça, il faut que ça soit fait d'ici 5 heures, that's it. Un coach, un peu plus. Ariane, on a ça à faire. Comment tu vois ça? Comment on pourrait réussir à accomplir cette tâche, puis dans quel délai? Puis comment on peut arriver à ça? Donc, il est beaucoup plus accompagnateur, puis s'ajuster. Il y a des je suis coach de football. Quand j'étais coach au football, il y avait des jeunes qui fallait être rigide. Regarde, tu fais ça, that's it. Il y a d'autres jeunes, si tu arrivais avec un mode sévère comme ça, ils s'effondraient complètement. Il fallait les flatter dans le sens du poil, puis un renforcement positif, puis toutes les nuances de gris entre les deux. Donc, c'est apprendre à connaître, à reconnaître l'individu qui est en avant de nous autres et s'ajuster avec les outils de coaching nécessaires. Donc, c'est un peu à ce que l'approche coaching va amener. Ça, c'est le 6 avril. Le 4 mai, on parle de l'amélioration continue système Lean. Cours extrêmement intéressant. Tu sais, l'amélioration continue du système Lean, c'est des concepts qui viennent un peu du Japon et qui inverse un petit peu le flux de prise de décision. Au lieu d'avoir un boss qui est en haut, lui il prend la décision, ça s'en va en bas, puis tu as l'exécutant en bas. Le système d'amélioration continue renverse un petit peu ça à l'envers. Il y a une tâche à être faite, il y a quelqu'un qui fait la tâche. Ben, cette personne-là qui fait la tâche à tous les jours est encouragée à dire, bon, ben, voici comment je te suggère de faire cette tâche-là. Maintenant, si tu penses à une façon plus efficace à accomplir cette tâche-là, ben, tu m'amènes l'information et donc le flux d'information passe d'en bas et là, c'est pas les employés qui disent au boss quoi faire, mais c'est un peu ça. Ils sont impliqués dans le processus. Ils sont impliqués dans le processus et c'est eux qui le font. Là. Si je vise mes blondes même à tous les 5 minutes, mais que si j'en poussais un là puis un là, puis que je pourrais réduire mon processus de production de façon efficace, ben c'est des outils qui te permettent de développer justement ce type de mise en place de gestion-là. Extrêmement intéressant. Ça a lieu le 4 mai et on finit avec le parcours exécutif complexité, agilité, performance. Donc, tu es un cadre, tu es un exécutif, tu veux croître, tu veux progresser dans ta carrière. Ben, c'est quoi tes stratégies? Comment tu dois aborder les choses? Qu'est-ce que tu dois regarder, etc. Donc, c'est un cours qui s'adresse un peu plus aux gens qui ont envie de grandir, de croître, d'avancer dans leur carrière. Donc, passer à la prochaine étape. Donc, c'est quoi, à quoi je dois être vigilant? Quels sont les signes que je dois regarder ou pas regarder? Donc, ça se donne le 1er juin. Donc, une fois par mois, on a un cours par mois, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, puis 1er juin. C'est 5 cours extrêmement intéressants par l'Université de Laval, offerts par l'Université de Laval. 5 formateurs de haut calibre, d'une institution de haut calibre. On est très, très fiers d'offrir ça à nos membres et non-membres, en fait, à la communauté des affaires de la MRC du Rocher-Percé et les régions environnantes. Donc, vous parliez d'adaptation. Justement, votre organisation s'adapte au contexte actuel avec cette offre de formation-là, ce qui promet d'être très, très intéressant. Ouais. Donc, Daniel Bouvrette, on va se revoir de façon régulière tout au long de la saison cette année à TVCGR. Vous allez devenir chroniqueur sur les enjeux économiques dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, merci beaucoup pour cette première rencontre et assurément aussi les rencontres à venir qui promettent d'être très intéressantes. Ça va être la fun, Ariane. C'est tellement mon plaisir de rejoindre la grande équipe de TVCGR dirigée par Nico Da Silva avec toi et toute son équipe. Écoute, j'espère être en mesure d'informer notre communauté sur les grands enjeux économiques de la région. Ça sera pas une chronique qui va s'avérer être une chronique TCRP. C'est sûr qu'on va parler de la TCRP, un peu comme on vient de le faire aujourd'hui, mais on va parler aussi
des grands enjeux économiques. Que ce soit, comme on discutait un petit peu hors caméra, l'aéroport de Grande-Rivière, les projets, il y a de très, très beaux projets à Percé. Jean-François Cacou, le directeur général de Percé, avec la mairesse Cathy Poirier, sont extrêmement dynamiques. Ils ont 3 à 4 beaux gros projets vraiment intéressants dont on va discuter. Gino Cyr à Grande-Rivière aussi, le pôle des pêchers, la réfection de la maison des pêches, etc. Donc, et Sainte-Thérèse, Gascon aussi ont de Gascon avec Simon Mécanis. Il arrive quoi? On sait qu'ils ont été vendus dernièrement. Ça va être quoi l'impact? Il va y avoir des changements? Il n'y a pas de changement? Quel va être l'impact pour la région, pour les employés, pour la région de Port-Daniel-Gascon? Donc, et une multitude d'autres dossiers qui vont se présenter au fil de l'année. Ça va être mon plaisir de discuter de ça avec toi. Donc, un grand merci, puis on se dit à tout bientôt. Merci. Au mois de janvier, le projet du parc d'hivernage à bateaux de la ville de Grande-Rivière a été mis sur pause, le gouvernement fédéral n'ayant pas accordé le financement pour le projet. Le maire de la ville, Gino Cyr, avait tenu une conférence de presse sur le sujet. Un accident ayant eu lieu en 2017, où un bateau a été échappé de la remorque, il est devenu important pour les pêcheurs et l'administration portuaire de Grande-Rivière d'avoir de nouvelles installations sécuritaires, d'où le projet du parc d'hivernage à bateaux. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, a fait un compte-rendu de la situation lors d'une conférence de presse donnée au quai de Grande-Rivière. Donc, le 10 septembre, là, suite à un avis positif du MAPAC, on s'entendait d'avoir une réponse du gouvernement. Mais par contre, au niveau administratif, le 19 octobre, on s'est fait dire qu'à fin de compte, il n'y avait pas de programme, puis que le MI prenait le dossier puis l'orientait plus dans la cour du MAPAC. Donc, nous, là, présentement, on est dans le processus de la municipalisation du parc avec le MAPAC. Puis le dossier de parc hivernage, c'est un dossier qui fait partie de l'ordre du jour. Puis tout dernièrement, il nous a été demandé d'essayer de prendre la voie du Fonds des pêches du Québec, le fonds de 42 millions. Le projet là, est à l'ordre du jour du 18 décembre, mais nous, on attend des informations. Il semblerait-il qu'ils veulent avoir un petit peu plus d'informations sur l'aspect innovant. Donc, si ça ne fonctionne pas via le Fonds des pêches, étant donné qu'il n'y a pas de programme, donc là, à ce moment-ci, moi, je me pose la question, c'est que oui, il y a une prise en main du milieu. C'est important pour ma communauté, mais ici, le terrain appartient au MAPAC. Puis le quai, ça appartient au fédéral. Donc, les pêcheurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est un environnement sécuritaire. Ça fait 2 fois qu'au niveau administratif qu'on fait la tournée. Là, je pense que les devoirs ont été faits au niveau municipal. Donc, je pense que maintenant, là, le secteur des pêches, là, il y a une implication du gouvernement du Québec et ainsi du fédéral. Moi, je m'attendais que le fonds des pêches, ça aurait été un fonds qui aurait pu être utilisé pour ce genre de projet-là. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'avec les critères qui ont été mis en place, là, ça ne va vraiment pas répondre aux besoins des pêcheurs, des industriels. Puis après, du contraire, là, après 3 ans, là, je pense qu'il y a pratiquement juste 5 millions d'utilisés sur le fonds de 42 millions. Pour Vincent Gallagher-Duguay, pêcheur de homard et vice-président de l'administration portuaire de Grande-Rivière, c'est l'incompréhension puisque 2 autres projets comme celui-là ont été acceptés et financés à 100% par le gouvernement, dont celui des îles de la Madeleine. Eux, il y avait le projet d'acquérir une grue de plus de 300 tonnes qui a été financée à 100% par le gouvernement. On parle d'une grue de plus de 3 millions de dollars pour la grue uniquement. Ici, c'est une grue de 60 tonnes, puis on parle d'un projet complet incluant l'aménagement du terrain, un projet de 2 millions, dont 20% là, est récolté là, par le milieu. On parle de 48 bateaux de 50 pieds et moins. Ça serait majoritairement des bateaux de homards et de poissons de fond. Gino Cyr rappelle les paroles de la ministre Proulx lors de son passage dans la région. Quand la ministre Proulx est venue ici en région, quand la CAQ a pris le pouvoir, le message qui a été lancé, étant donné que c'est un gouvernement d'affaires, donc tout projet mené par des gens d'affaires, concerté pour le milieu, qui a des impacts importants pour une communauté, et comme ici, Grande-Rivière, mais le gouvernement serait là. Donc, malgré qu'on a tout fait ces démarches-là, puis que le MI a été le porteur pour les 2 dossiers précédents. Donc, le 19 octobre, on a été remis à la case de départ, orienté vers le MAPAC.
Afin de trouver une solution au financement de ce projet évalué à 2 066 000 le maire de Grande-Rivière et le vice-président de l'administration portuaire de Grande-Rivière réclament une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Les dernières décennies ont démontré que le modèle aérien actuel, privé à but lucratif, ne répond pas aux besoins des régions du Québec et de leurs citoyens. Le modèle coopératif ayant fait ses preuves au Québec, la nouvelle coopérative de transport aérien régional proposait une solution. Au mois de février, Marc Baird en avait discuté avec Claude Blais. Parce que c'est un outil essentiel pour nos régions. Afin de favoriser et soutenir le développement économique du Québec. Et pour le développement touristique. Pour développer nos industries. Un projet qui nous unit tous, nos régions, notre capitale et notre métropole. Une compagnie aérienne qui nous appartient et qui voit à nos intérêts. C'est bon pour tout le Québec. Ben, moi, Claude Blais, je demeure à Grande-Rivière. Et depuis le 13 novembre dernier, là, je suis administrateur, membre du conseil d'administration et aussi délégué pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine pour TREC, pour la coopérative TREC. Et ça, je tiens à le mentionner là, à titre bénévole. D'accord. Alors, j'ai vu sur votre site Internet, vous dites que le modèle qu'on a eu pendant plusieurs années, qui fonctionnait avec des compagnies aériennes privées à but lucratif, était un modèle qui ne correspondait pas ou ne répondait pas aux besoins des usagers. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus et peut-être à un moment donné, nous faire un comparatif entre ce que vous proposez versus ce que proposait l'ancien modèle? Bien, on l'a vu, c'est pas moi qui le dis, là, mais lorsqu'on voit les anciens modèles, soit que les billets sont extrêmement dispendieux pour voyager des régions aux grands centres ou des grands centres aux régions, là, et bien souvent, ces modèles-là, ce sont des monopoles, là. Comparativement au modèle coopératif, ce qu'on offre, nous chez TREC, c'est une coopérative. Une coopérative, ça appartient à ses membres. C'est à l'écoute de ses membres, puis ça répond aux besoins de ses membres. Hein. Et là, je vous dirais que toute la différence aussi, c'est que TREC, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y aura pas de ristourne, il n'y aura pas le but, c'est d'être capable de gérer les sous pour s'administrer, mais ce n'est pas de faire des profits. Hein. C'est d'être vraiment desservir les régions et ses membres. C'est une grosse nuance. C'est ce qui peut faire en sorte, entre autres, pas seulement ça, mais entre autres, les tarifs que TREC offre pour des vols. Est-ce que c'est ce modèle qui existe déjà quelque part sur la planète? Moi, je ne le connais pas, ce modèle-là, dans l'aérien, monsieur. Peut-être que ça existe, mais moi, je ne le connais pas. Là. Quand je suis arrivé à TREC, au conseil d'administration, je pense que le modèle coopératif est super connu, puis le modèle coopératif, il fonctionne un peu partout. On en a des coopératives dans notre milieu ici, là, dans nos régions, et on peut penser... et on peut rêver aux membres corporatifs, aux membres coopératifs de Desjardins, avec leurs plus de 8 millions de membres. Là. Ils ont fait le classe, ça fait longtemps. Là. On est un beau modèle coopératif qui existe depuis.
très longtemps. Du coup, pour que ce modèle-là, pour un modèle pour l'aérien puisse fonctionner, qu'est-ce que ça prend exactement pour que ça puisse se mettre en place exactement? Ben, moi, je pense qu'il faudra et on va travailler à changer les habitudes aériennes des consommateurs. Présentement, il y a quelque chose qui dit à peu près, bon, on n'est pas capable d'emplir ou d'avoir 19 ou 30 passagers dans nos avions. C'est pour ça que nos prix sont élevés. Nous, chez Trek, on dit le contraire, complètement le contraire. On dit, il n'y a pas de monde dans les avions parce que les prix sont trop élevés. Qui peut voyager la Gaspésie à Montréal en grand coût de 1 000 $ du billet? Là. C'est à part que des gens d'affaires, des gens qui voyagent pour leurs entreprises, pour les fonctionnaires et ainsi de suite. Là. Une famille de 4 personnes vont voyager en auto. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre quelques années. C'est sûr que ça peut prendre quelques années, mais on veut revoir ou emmener les Québécois à changer leur façon de faire et à changer leur façon de voyager, puis on y croit. Mais alors, comme toute coopérative, ça prend des membres, c'est ça que je comprends. Ah, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il faut un certain minimum. Là, j'entends que vous êtes en campagne justement pour accueillir, enfin pas accueillir, mais essayer d'avoir le plus de membres possible. Est-ce que ça vous prend un minimum pour fonctionner, pour démarrer? Non, moi, je vous dirais là, que la campagne, présentement, pour emmener les gens à adhérer est plus symbolique que d'autres choses. On ne financera pas de Trek avec les cartes de membres de la coopérative. Par contre, on veut un membership fort. On veut une masse de membres. Parce que moi, je pense qu'il faut envoyer un signal clair que les gens des régions, les gens du Québec, croient au modèle Trek, croient au modèle coopératif et qu'ils veulent embarquer avec nous dans cette aventure-là. C'est un 10 $, c'est 10 $ la carte de membre, c'est un 10 $ à vie. Et les membres vont bénéficier des tarifs préférentiels que Trek annonce présentement. Là. Mais je vous le dis, là, c'est vraiment... Puis on a eu des belles surprises. Hein? Ça fait 3 jours à peine qu'on est en campagne d'adhésion, là. Oui. Et on a dépassé déjà les 5000 membres. Et on a des super de belles surprises parce que dernièrement, dernièrement, on vient de commencer la campagne d'adhésion. Exemple, le Cégep de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, a décidé d'offrir une carte de membre Trek à tous ses employés. Et je trouvais ça assez formidable. Mais je vous dirais qu'encore plus formidable, hier, après des discussions avec le directeur général de Jim Export, chez nous, là, ici, là, dans la région, dans notre région, là, ben, le directeur général, M. Gino Cyr, m'a annoncé qu'il va offrir une carte de membre à tout son personnel et à tous les membres de Jim Export. C'est une belle initiative, ça, là, parce que ça cadre avec la mission de Jim Export, qui est de favoriser l'essor économique de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et en plus, Jim Export, il fête leur 25e anniversaire cette année d'existence, c'est pas rien. Là. C'est des belles nouvelles à tous les jours que les gens adhèrent, embarquent avec nous et veulent de ce modèle-là. On en a besoin. Hein. Ça fait tellement longtemps que... C'est quoi les prochaines... Comment vous voyez les étapes? C'est-à-dire que là, vous faites une campagne pour avoir des membres. Puis c'est quoi la suite de ça? Oh ben, je vous dirais que la campagne pour avoir des membres, là, ça fait partie du processus qui est en place depuis, je vous dirais, qui se met en place depuis 1 an et demi. Moi, je suis arrivé au premier conseil d'administration de la coopérative, mais même avant la coopérative, il y avait des gens qui travaillaient à l'élaboration de
affaire-là, oui, c'est ça, cette business-là. Et je vous dirais que là, nous, même à l'intérieur de la COVID, on pense encore que les premiers avions Trek pourront être dans le ciel en juin 2021. C'est pas loin, ça, c'est demain. Okay? La vente des billets devrait démarrer en avril 2021. Moi, j'ai eu la chance ou le privilège d'avoir accès au plan d'affaires de Trek. Et je vois que c'est quelque chose de solide, mais vraiment solide comme plan d'affaires. Les avions, ce seront des Q400 de Bombardier. Ce sont des 74 passagers. Et ces avions-là sont réservés. Là. C'est ça que j'avais demandé. Ça veut dire que vous avez déjà le matériel, entre guillemets, pour le plan. Oui, puis là, les ententes se signent au fur et à mesure. On négocie en partenariat avec des gens pour faire la maintenance de nos avions. On va engager le personnel de bord. Tout ça, ça se fait là, au jour le jour. On avance, je vous dirais, à vitesse grand V pour donner des ailes au Québec le plus rapidement possible. Parce que c'est notre slogan. Hein? Trek va donner des ailes au Québec. Puis on a besoin des Québécois et des Québécoises avec nous autres qui nous supportent pour donner des ailes au Québec. Puis pour devenir membre, mais c'est facile. Là. Vous allez sur Trek, TREQ.ca, trek.ca. Et il y a tout simplement un onglet qui vous dit j'embarque, vous cliquez là-dessus, la procédure se fait, vous recevez, après avoir rempli vos coordonnées, payé votre 10 $, vous recevez un courriel de confirmation avec un mot de passe temporaire que vous pouvez changer. Et à partir de ce moment-là, vous avez votre carte de membre à vie. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste pour... je ne sais pas comment fonctionne vraiment le niveau légal pour les coopératives, mais les membres doivent être des résidents du Québec ou ça peut être plus large que ça? Les membres doivent être des résidents du Canada. Et même si on n'est pas membre, on va pouvoir voyager avec Trek. Mais pour pouvoir bénéficier de la grille de tarifs préférentiels, il faut être membre. Sans ça, ce sera un coût un peu plus élevé pour les gens. On comprend bien qu'il y a beaucoup de touristes qui vont vouloir utiliser ce transport-là à ce coût-là pour venir nous visiter. Hein. Il y a 20 millions de touristes qui rentrent là, par année à Montréal, puis on n'a pas rien pour les ramener en région, ou presque pas. Là. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. Puis on dirait que ce que vous dites, que les gens ont l'air déjà d'embarquer assez rapidement. Ce qu'on comprend vis-à-vis de toute façon, la situation, là, comme vous dites, qui est présente là depuis quelques années. Est-ce que vous avez eu écho un peu de... Moi, je connais surtout la compagnie Air Canada avec qui, très occasionnellement, j'ai pu faire Montréal-Gaspé. Est-ce que vous avez eu des échos de ces compagnies-là qui vous encouragent ou pas à continuer à aller de l'avant? Oh, ben, c'est certain que moi, je n'ai pas eu ce genre de discussion-là. Personnellement, c'est sûr qu'il y a des discussions, puis il faut comprendre que Trek ne veut pas être le compétiteur, veut être complémentaire, offrir une offre pour les gens des régions, pour un peu partout dans le Québec, mais on ne veut pas être un compétiteur, c'est pas le but. Mais par contre, on a le droit de se questionner depuis plusieurs années. Là. Pourquoi un billet d'avion Thunder Bay, Toronto, qui est à peu près la même distance que Montréal, les îles de la Madeleine? Pourquoi le billet Thunder Bay, Toronto, aujourd'hui, là, quand on aura fini l'entrevue, vous pouvez le googler et aller faire la démarche, là. Porter, Airline, WestJet et même Air Canada l'offrent entre 280 et 360 $ en Ontario. Pourquoi ce genre de tarif-là dans d'autres provinces? Puis pourquoi au Québec, on ne pourrait pas avoir ces tarifs-là? Nous, on va offrir en haute saison, on va offrir les îles de la Madeleine
à l'aéroport de Montréal. Puis l'aéroport de Montréal, ça va être Pierre-Éliott Trudeau, là, ce ne sera pas Saint-Hubert. On va l'offrir pour 425 taxes incluses, aller-retour. Vous avez déjà une grille tarifaire, un peu à ce que je comprends. Oh oui, la grille tarifaire est tout établie. Notre grille tarifaire est établie en courte distance, moyenne distance, longue distance, et avec basse saison, haute saison. Et en haute saison, là, en plein dans le pic de l'été, là, 425 les îles de la Madeleine, Montréal, c'est assez attrayant. Oui, intéressant, oui. Et encore là, on n'invente pas la roue, là. On ne réinvente pas la roue, là. C'est tout simplement parce qu'avec ce modèle d'avion-là, on est capable d'embarquer, d'avoir 74 passagers, puis on n'est pas là pour faire des bénéfices, on est là pour être à l'écoute puis aux besoins de la population, des membres de la coopérative. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé personnellement, en tant que bénévole, d'embarquer dans ce projet-là? C'est une excellente question, parce que les gens qui me connaissent dans mon milieu savent que je m'implique communautairement depuis plusieurs années, là, mais que je choisis quand même mes projets. Et je vous dirais que celui-là est venu me chercher justement parce que c'est un modèle coopératif. Puis parce que je suis de ceux qui ont eu à souffrir du fait qu'on n'est pas desservi comme on a le droit, comme on serait en droit de s'attendre d'être desservi dans l'aérien, dans notre région. Et après avoir vu le plan d'affaires, après avoir posé plusieurs questions, avoir vu le sérieux, mais le grand sérieux du projet, j'ai décidé de m'investir dans ce projet-là, là, à titre bénévole. Donc, ça veut dire que ça va fonctionner avec un conseil d'administration, c'est ça? Comme toutes les coopératives. C'est un conseil d'administration qui a été constitué le 13 novembre avec des gens de toutes les régions du Québec qui représentent. Moi, je suis administrateur, mais je suis aussi le délégué pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Notre président est Éric Larouche, un homme d'affaires connu et reconnu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et notre DG est Serge Larivière. Monsieur Larivière a travaillé pour Intra-Ouest, est propriétaire de l'aéroport. Il est propriétaire de l'aéroport international de Mont-Tremblant et il a développé tout ce qui est autour de Mont-Tremblant, tout le touristique autour de Mont-Tremblant. Il y a des gens dans toutes les régions. Ça, vous avez l'air d'être bien entouré. Jean-Martin Hossan qui est connu, Jean-Martin Hossan qui est connu. On a Mirka Boudreau sur la Côte-Nord. On a Danny Caron à Québec. Tout du monde qui s'implique là, bénévolement pour faire lever ce projet-là. D'accord, vous avez l'air bien entouré en tout cas pour que le projet soit bien porté. Merci, puis je crois que oui, moi aussi. Moi, je suis un optimiste de nature, mais je crois à la force du nombre, puis je crois que les gens, les Québécois vont répondre à cet appel-là, et je demande aux gens de ma région à moi d'y répondre à grand nombre. D'ailleurs, je vous lance l'invitation, là, vous pouvez devenir membre. Hein. Oh ben c'est mon intention parce que je suis un grand voyageur et je prends beaucoup l'avion quand même. Et j'ai une résidence dans l'Ouest canadien, plus en Colombie-Britannique, mais c'est pour ça que je vous demandais si c'était ouvert aux Canadiens à l'ensemble. Mais oui, pour profiter, parce que moi je vois bien, parce que je prends plusieurs fois l'avion chaque année, que les différences de prix qui existent entre certaines compagnies sont souvent... on se pose des questions. Pourquoi il peut y avoir des écarts de 500 à 1500 $ pour un même trajet. Et en tout cas, j'avais déjà entendu parler que des fois, il y avait même des algorithmes qui faisaient que selon les recherches qu'on faisait, les prix pouvaient augmenter ou le nombre de places diminuant, les prix augmentent. Enfin, il y a tout un jeu comme si on travaillait en bourse. J'imagine. Ouais. J'imagine qu'il n'y aura pas d'algorithme avec Trek. Vous allez avoir une grille tarifaire fixe. Vous allez savoir comment ça vous coûte la Gaspésie-Montréal, la Gaspésie-Québec. Vous allez savoir comment ça vous coûte les îles de Madeleine. Vous allez savoir
comment ça vous coûte pour aller à Sept-Îles. Il y a un engouement énorme présentement à Sept-Îles puis au Saguenay dans la campagne d'adhésion. J'aimerais bien que ce même engouement-là se reflète dans notre coin, dans notre région. Et j'invite tous les gens d'affaires à suivre l'exemple de Jim Export, puis du cégep de Sept-Îles, puis d'adhérer massivement à notre coopérative. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour votre temps. J'avais une petite question plus technique par rapport à ce projet-là. Comme la plupart des compagnies aériennes ont une maison mère quelque part, est-ce que pour Trek, ça va être le cas aussi, là où les avions se font réparer, là où ils reviennent comme à une base précise? Est-ce que c'est déjà défini? Oui. Toutes ces ententes-là sont en train de se finaliser. Plusieurs le sont déjà. Et tout devrait se faire à l'aéroport de Montréal. Avec des hangars à cet endroit-là. À l'aéroport de quoi, pardon? De Montréal. Ah, d'accord. Pierre-Éliott Trudeau. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, M. Blais, pour votre temps. Ça fait plaisir. Et puis, on encourage les gens à nouveau pour aller visiter votre site. On va l'afficher en bas et puis pour qu'ils puissent aller consulter la grille, mais aussi devenir membre et avoir plus d'infos. N'oubliez pas, Trek va donner des ailes au Québec, mais il faut devenir membre. En raccrochant, allez exercer, allez chercher votre carte de membre. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles annonçait le 5 février dernier un financement du gouvernement dans le cadre du projet Adaptation des populations côtières et économie bleue, qui apportera un soutien important à la pêche durable et à la gestion des zones côtières dans les communautés ouest-africaines. Voici ce que nous avions présenté. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles reçoit un financement de 7,3 millions de dollars du ministère des Affaires mondiales Canada pour financer le projet Adaptation des populations côtières et économie bleue, qui œuvrera dans différentes communautés ouest-africaines, comme nous le présente Yolène Arsenault, directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Améliorer de façon durable le développement économique, social et environnemental de ces communautés, à améliorer les conditions de vie, de travail et de santé de ses habitants, et finalement à améliorer la résilience des populations vulnérables au changement climatique, le tout dans un projet dont l'un des axes d'intervention vise la promotion d'égalité hommes-femmes, des droits des groupes les plus vulnérables et l'emploi des jeunes dans la gouvernance économique de leurs activités dans un contexte de changement climatique. Nicolas Simeret, coordonnateur du développement international et du bureau de Dakar, nous explique en quoi consiste le projet. Et le projet est conçu vraiment sur deux grands volets. Le premier volet, on parle de la gouvernance économique féminine dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Et le deuxième volet, c'est l'économie circulaire bleue, l'innovation et la commercialisation. Alors, bien évidemment, toutes nos actions s'inscrivent dans un cadre de développement social, économique et environnemental durable. Et c'est appuyé par un fort volet scientifique qui est réalisé par nos partenaires locaux, ou même des étudiants en thèse des pays concernés vont réaliser leur thèse dans le cadre du projet. Un point vraiment important au niveau de la gouvernance féminine et de la place des femmes dans le projet, on va vraiment répondre aux besoins exprimés par les femmes et les jeunes femmes lors des focus group. Alors, on parle de l'accès à des moyens de production, à la valorisation des différentes ressources naturelles sur site, de la diversification de leurs sources de revenus et aussi de l'accès à la mobilité. Ce dernier point peut nous paraître peut-être anodin, mais c'est un des points les plus importants. On parle de sites éloignés, extrêmement éloignés, sur des îles. Les sites en eux-mêmes sont d'importance. Les femmes ont de la difficulté à les rejoindre, les sites de production ou les sites de récolte, et encore plus à aller vendre leurs produits transformés sur la terre ferme ou dans des marchés. Donc, c'est vraiment un point important. Bien évidemment, il y a un fort volet développement des compétences des jeunes femmes, des femmes et des jeunes hommes aussi dans le cadre de l'économie circulaire.
et on va construire et installer des unités de transformation multifonctionnelles équipées aux normes dans les différents pays pour valoriser la ressource sur place. On va proposer aussi des solutions alternatives durables en matière de transformation. On parle de non-utilisation du bois de mangrove, d'installation probablement de biodigesteurs, d'énergie solaire, de nouvelles techniques de transformation, le contrôle de la qualité. Mais tout ça en mettant en valeur le savoir endogène des populations. Pour ce qui est de la commercialisation, et ça c'est un point vraiment important, on parle de circuits courts sans intermédiaire, on parle de labellisation régionale, on parle de packaging. Concernant l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, qui fait partie du Cégep de la Gaspésie et des Îles, quelle serait sa contribution dans le projet? Nicolas Simré nous explique. Dans le cadre du projet, évidemment, on est dans un environnement marin, halieutique. Donc, évidemment, les enseignants ou les professionnels ou le centre de recherche vont sûrement participer au projet. On est déjà en relation avec certains experts, puis nos experts africains spécialisés sont en relation avec les experts de l'École des pêches. On travaille sur, par exemple, en ce moment, l'ostréiculture, un modèle plus nord-américain ou européen que ce qui se fait actuellement. Donc, il y a une forte contribution des experts de l'École des pêches à ce niveau-là pour les échanges de techniques puis le suivi scientifique notamment. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Des autorisations de coupe forestière avaient été autorisées dans le bassin versant des rivières à saumon Grand Pabot Nord et Ouest. Un groupe de citoyens, la ville de Chandler, la ZEC des Anses et la MRC du Rocher-Percé s'étaient mobilisés pour demander un moratoire sur la pratique qui pourrait s'avérer dommageable pour l'écosystème et l'industrie récréo-touristique. Au mois de mars, Ariane Auberbonne en avait discuté avec Pierre-Luc Arsenault, représentant de Solidarité Gaspésie Rocher-Percé à ce sujet. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Pierre-Luc Arsenault, qui est représentant du groupe citoyen Solidarité Gaspésie Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour Ariane. Donc, gros sujet sur la table aujourd'hui. Votre regroupement a demandé un moratoire sur des coupes forestières qui sont prévues dans le territoire de la ZEC des Anses, située en arrière de Chandler. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ce projet de coupe forestière-là? Qui prévoit faire des coupes, puis à quel endroit? Bien, c'est un projet de coupe forestière là, qui a été octroyé par le ministère des Forêts Faune Parc. Donc, on a été un petit peu pris par surprise parce qu'on s'en est rendu compte un peu à la dernière minute. En fait, c'est suite à un appel là, du directeur de la ZEC des Anses, qui est M. Douglas Murphy, qui a interpellé Denis Michaud, qui est un ancien agent de conservation de la faune à la retraite, qui connaît très bien le territoire. Il marche depuis de nombreuses années. Il l'a interpellé au sujet d'agents du ministère qui étaient en train de faire des relevés techniques, sur le territoire de la ZEC. Donc, il s'en est rendu compte à la fin de l'été 2020. Donc, une fois Denis Michaud mis au parfum de la situation, ben, il a fait une demande d'information pour savoir en quoi ça consistait. Il s'est rendu compte qu'il allait avoir effectivement des coupes, mais il a dû même faire appel à la loi, il a dû passer par l'entremise de la loi à l'accès à l'information pour avoir vraiment la carte et des précisions sur les coupes liées à la ZEC des Anses et non pas aux fameuses unités d'aménagement qui sont fournies par le ministère des Forêts, là, qui sont souvent des territoires beaucoup plus larges. Donc, l'unité d'aménagement qui est concernée ici, c'est la 112-62, mais on avait très peu ou pas d'informations sur les zones de coupe qui étaient directement à l'intérieur du territoire de la ZEC, puis par le fait même à l'intérieur du territoire de la ville de Chandler et de la MRC Rocher-Percé. Donc, dans la ZEC, là, les coupes forestières qui sont prévues, est-ce que ça représente une grande superficie? Bien, juste pour mettre un peu les gens dans le contexte, là, la ZEC des Anses s'est formée depuis 1979. Il y a déjà eu des coupes antérieures. On sait que Chandler, là, c'est une ville de pâte et papier, fait qu'on n'a jamais été épargné par les coupes. On n'était pas trop au courant de ce qui se passait, mais de bord, ça donnait des jobs, puis avec ça, on était bien contents. Sauf que là, on se rend compte que la ZEC, elle a une superficie de 164 km², puis c'est une zone récréo-touristique.
Donc, on pratique beaucoup d'activités, dont la pêche blanche l'hiver, la cueillette de fruits, randonnée pédestre, canot, kayak, etc., motoneige. Fait que c'est quand même un vaste territoire qui contient plus d'une 50aine de lacs, puis qui est un peu borné à l'est et à l'ouest par les rivières à saumon d'envergure internationale qu'on connaît, c'est-à-dire la rivière Grand Pabot ouest ainsi que la rivière Grand Pabot nord. Donc, ça fait un peu, là, ça donne un peu là, le pouls, une idée du genre de superficie qu'occupe la ZEC sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Puis, ce serait tout le territoire de la ZEC qui pourrait être potentiellement visé par des coupes? Non, ce n'est pas tout le territoire de la ZEC. Comme je disais, la ZEC, il y a déjà eu des coupes dans les ZEC. En fait, la ZEC des Anses existe depuis 1979. Sauf que le lieu où va avoir les coupes est un petit peu plus au nord. En fait, c'est un immense plateau. C'est un immense plateau même il y a certaines de ces pointes qui culminent à plus de 300 mètres d'altitude. Puis ce qui est particulier dans ce plateau-là, c'est que c'est un réseau hydrographique de différents plans d'eau, de ruisseaux, d'étangs vernaux, de lacs, qui sont tous en fait des effluents qui se propagent un peu partout sur le territoire de la ZEC, mais surtout dans les deux rivières, Grand Pabot Nord et Ouest, ainsi que dans le Grand Lac Sept-Îles. Donc, c'est le bassin versant des deux rivières à saumon. En fait, c'est le bassin versant des deux rivières à saumon. Puis, le fait que ce soit un plateau, on a remarqué sur le territoire que c'est un genre de grosse surface de rétention d'eau. Donc, on parle d'une quantité de milieu humide assez impressionnante, puis qui joue un rôle de rétention. En fait, c'est comme une grosse éponge, là. Par rapport au restant des gros cours d'eau qu'on connaît plus, là, les rivières ainsi que le Grand Lac Sept-Îles. Donc, si on coupe ce plateau-là, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le reste du milieu? En fait, ce qu'on craint, ce qui est un peu inquiétant là-dedans, c'est qu'étant donné la complexité du bassin hydrographique puis des plans d'eau, c'est qu'éventuellement, à force de couper, premièrement, on altère le rôle de rétention du sol, puis des arbres qui sont sur place. On s'entend qu'avec des milieux humides comme ça, c'est un milieu très propice à l'établissement des cédrières, ce qu'on peut constater en allant sur place. Puis, le fait de couper et de compacter, premièrement, on altère beaucoup l'écosystème du sol. En fait, on le détruit. On coupe des arbres souvent qui sont là depuis... ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a des forêts anciennes sur les territoires. Donc, on a des forêts, on a des tuyas là, de plus d'1 mètre de diamètre. Okay? Donc, c'est des forêts qui ont été épargnées. Ce qui est particulier, c'est que les forêts ont été épargnées par les anciennes compagnies de pâte et papier avant la Gaspésia. Donc, peut-être qu'ils avaient compris aussi l'importance là, de ce réseau hydrographique et de ce rôle-là d'éponge que le plateau effectuait par rapport à la régulation du débit d'eau qui se ramassait dans le lac Sept-Îles. Le lac Sept-Îles qui a d'ailleurs 2 barrages qui ont été construits par les papetières là, antérieurement. Puis, il n'a jamais été coupé. Fait que, avant les années 70, on comprend que le bois a été transporté par flottaison jusqu'au moulin. Ça a été interdit par après là, pour éviter d'endommager les frayères et les rivières à saumon. Donc, ils ne l'ont pas coupé. Ça a peut-être une raison. Puis, nous autres, ce qu'on craint, c'est surtout qu'avec la quantité de chemins forestiers qui est assez impressionnante là, dans la zone, ça peut créer un effet de sédimentation, en plus de détruire un écosystème là, qui s'est démarqué par sa longévité, qui a été aussi... qui a évité aussi les agressions naturelles, comme les feux de forêt ou les épidémies d'insectes, par exemple, comme le feu majeur qui a eu lieu, qui a eu cours en début du siècle, 1909-1910. Donc, il peut avoir un effet d'aggravement par rapport à la sédimentation qui peut provenir des effluents, puis qui se ramassent éventuellement dans les rivières à saumon, qui peuvent nuire aussi aux espèces comme le saumon puis l'omble-fontaine, par exemple, avec un dépôt de sédimentation sur les fonds le gravier des rivières. Donc ça peut avoir un impact sur tout le milieu naturel, environnant et aussi sur l'industrie récréotouristique qui y est rattachée. Là. En fait, oui.
effectivement, surtout avec les caractéristiques puis le relief du terrain aussi, que le relief du terrain en Gaspésie est assez accidenté. Donc, le fait d'avoir un relief comme celui-là, agrémenté d'un plateau avec eau, avec un milieu humide d'une importance comme celle-ci, c'est assez inquiétant de pouvoir croire qu'il y aurait des coupes forestières sans compter des chemins forestiers. Puis en plus, on se rend compte qu'avec les changements climatiques puis avec les altérations d'humeur de dame nature, on a eu d'ailleurs un barrage, là, il y a une brèche qui s'est formée dans le premier barrage du lac Sept-Îles l'année passée après un gros coup d'eau. Puis il y a aussi il y a eu un niveau anormalement bas de la rivière du Nord aussi à l'été dernier. Donc, en altérant puis en modifiant ou en dérangeant cet équilibre de rétention-là que le plateau offre, en dehors de la richesse de son écosystème, puis du milieu du patrimoine forestier qui est assez unique parce qu'il n'a jamais été coupé, bien, on est en mesure de se poser des questions sur pourquoi on est rendu à couper dans ces zones-là, quand on sait qu'effectivement, en Gaspésie, tout a été coupé au moins une fois. Là. Est-ce qu'il y a un échéancier pour ces coupes forestières-là? En fait, suite à la levée de flag, là, excusez l'expression, de l'été dernier, on a entrepris des processus. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il allait y avoir des coupes en 2021. L'échéancier exact, parce qu'on n'a pas de date présentement. On essaie de comprendre comment ça a pu se passer, comment ça a pu nous passer, là, ça nous a passé de la face, comme on dit. On comprend aussi que les instances politiques du coin, on parle de la ville de Chandler, la MRC du Rocher-Percé n'était pas au courant, ainsi que les directions des deux ZEC, c'est-à-dire la ZEC des Anses et la ZEC Pabot. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur job? Peut-être. Est-ce que le processus est mal monté? Oui. Pour qu'on n'est pas au courant comme ça, puis ça se passe en catimini, pandémie, la pandémie est dans le contexte, puis que tout d'un coup, on se rend compte qu'il va y avoir des coupes dans une zone aussi névralgique et fragile que celle-là, ça n'a pas de sens. Il y a un petit problème au niveau du processus de consultation d'audience publique. Là. Donc, à ce point-ci, qu'est-ce que Solidarité Gaspésie demande? Bien, nous, ce qu'on demande, après avoir vu les rapports du PAFID et du PAFIO, qui sont les plans d'aménagement forestier intégré, tactique et opérationnel, il y a eu des questionnements sur la zone d'aménagement, sur l'unité d'aménagement, mais il y a une seule question sur la zone 112-62 et aucune question sur la zone de coupe de la ZEC des Anses. Fait que quand on se rend compte que les instances, puis la population, puis les gens concernés ne sont pas au courant, puis on nous met devant le fait accompli qu'il va y avoir des coupes en 2021. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas d'inventaire floristique, de la faune, de l'importance de l'écosystème. Ce qu'on demande, c'est un moratoire. C'est de surseoir aux travaux. Puis on est appuyé par la MRC Rocher-Percé, les ZEC, puis la ville de Chandler. Donc, c'est quand même tout le milieu qui se mobilise autour de cette cause-là. Ça commence à prendre forme, oui. Donc, parlons-en justement de ces gens-là qui se mobilisent. Tout d'abord, Solidarité Gaspésie. Qui êtes-vous exactement? Bien, Solidarité Gaspésie, c'est un groupe assez, je ne dirais pas embryonnaire, là. Il est formé depuis 2020. Donc, c'est un rassemblement de citoyens sans parti pris, indépendants. OK? Donc, qui fait en sorte, on essaie de couvrir la péninsule au complet. Présentement, il y a des membres qui s'impliquent de Gaspé, MRC Rocher-Percé. MRC Rocher-Percé a pris pas mal son envol dans Solidarité Gaspésie. On a quand même assez de gens là, qui viennent du milieu. Puis le but, c'est ça, c'est de porter sur la place publique ou interpeller les instances politiques sur des enjeux locaux. Donc, c'est pas chercher à combattre quoi que ce soit, mais c'est vraiment faire une genre de cohésion puis d'alliance avec les instances politiques sur des enjeux là, qui ont cours en Gaspésie là, au niveau de la population, l'environnement, ainsi de suite. Donc, dans Rocher-Percé, vous êtes combien de personnes? Bien, Rocher-Percé, je dirais présentement, on est à peu près 4 personnes. En plus du groupe, là, que chacun a son expertise, chacun a de l'expérience dans divers domaines. Donc, ça fait un beau melting pot, là, ça fait une belle mixité là,
de connaissances qu'on est capable de mettre en commun là, pour faire avancer certains dossiers. Puis vous avez été sollicité dans ce dossier-là, entre autres par M. Michaud, dont vous avez parlé tout à l'heure, et par la direction des ZEC. Oui, on a été interpellé, c'est ça, par Denis Michaud ainsi que Douglas Murphy pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour faire en sorte qu'il n'y a personne qui reste cavalier seul là-dedans. Donc là, ça a pris un peu d'ampleur avec nos rencontres qu'on a eues avec les instances politiques locales. Bien, ça s'est très bien passé parce qu'on a pu expliquer le dossier en profondeur, de comprendre qu'on n'était pas informé, de comprendre qu'on manquait d'expertise au niveau de l'étude du terrain, puis qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des projets de développement agro-touristique durable qui allaient être éventuellement mis en place dans la ZEC de Chandler, dans la ZEC des Anses, parce qu'on s'entend que, premièrement, c'est un patrimoine qui est unique. Pas seulement à cause de ces forêts anciennes, mais tout le potentiel de pédagogie puis de sensibilisation et d'interprétation qui peut mener à la connaissance des écosystèmes, mais qui sont juste dans notre arrière-cour, qui sont à proximité. Là. On a beaucoup mis l'emphase sur nos plages, le littoral gaspésien, mais on se rend compte qu'on a une richesse assez unique, un caractère irremplaçable, tant qu'à moi. C'est des forêts qu'une fois coupées, une fois détruites, qu'est-ce que ça amène comme bénéfice? On se pose la question avant. On sait comment que la forêt met du temps à construire sa propre structure. Donc, l'industrie forestière a commencé à le comprendre les dernières années, mais souvent, c'est fait un peu là, dans l'arrière-pays. Donc, les gens ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. D'ailleurs, Chandler, ça fait longtemps que des fardiers sortent avec des bio de plus en plus petits là, dans le chemin de Saint-Edmond. Là. Fait que, en fait, c'est pour mettre les gens au fait puis qu'ils puissent analyser par eux-mêmes la situation. Puis présentement, Chandler, on n'a plus de scierie. Il n'y a pas rien qui nécessite une coupe de bois, surtout dans une zone comme ça. La plupart des camions s'en vont vers l'ouest. Donc, qu'est-ce qu'on a à tirer en bout de ligne? À notre avis, pas grand-chose. Donc, c'est vraiment tout le milieu. Vous avez parlé des instances politiques là, municipales, même à l'échelle de la MRC qui s'impliquent dans le dossier. Est-ce que vous avez eu des échos du gouvernement provincial là-dessus? Oui, des échos. Il y a beaucoup de ministères qu'on a interpellés. C'est vraiment un enjeu qui touche surtout le ministère de Forêt, Faune, Parc, mais tout est interrelié, ressources naturelles, environnement. On se rend compte que le ministère Forêt, Faune, Parc peut quand même emmener large là, présentement, fait que c'est le premier à être interpellé, mais tout est interconnecté. Là. Fait que, on a reçu des appels. Est-ce qu'éventuellement, on va pouvoir se rencontrer puis faire comprendre au ministère de respecter ce que Solidarité Gaspésie, c'est-à-dire le comité citoyen, le groupe citoyen demande, et la MRC et la ville de Chandler, et ainsi que les deux ZEC, est-ce qu'il va respecter ce qu'on demande, c'est-à-dire surseoir à ces coupes-là, si on n'a pas plus d'informations que ça? C'est ce qu'on espère, mais présentement, on ne sait pas. Donc, ça va être définitivement un dossier à suivre. Pierre-Luc Arsenault, merci beaucoup pour cet entretien. Bien, merci, Ariane. Au mois de mars, afin de demeurer compétitive sur le marché de la bière, Pit Caribou a bénéficié d'un financement de la part du gouvernement du Canada pour un ambitieux projet. J'avais assisté à cette annonce. Les canettes de bière occupant environ 60% du marché, pour que la microbrasserie Pit Caribou demeure compétitive, elle doit s'adapter. C'est pourquoi Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde à Pit Caribou une contribution remboursable de 260 000 $ pour lui permettre d'augmenter la proportion de sa production de mise en canette par l'achat de nouveaux équipements. Cela leur permettra d'aller là où le marché ne leur était pas accessible. Ça va nous permettre de pouvoir nous positionner dans un marché où on n'est pas présent, qui est la canette. Deuxièmement, de diversifier notre offre de services. Puis ensuite, aller nous attaquer à des marchés qu'on ne serait pas capable si on n'avait pas de canette. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'Europe, on parle de l'Asie, des États-Unis. Nous avons des visées dans ces trois endroits-là. On travaille actuellement depuis 1 an et demi pour développer le marché en Asie et en Europe. Jean-François Nelly, copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou, nous explique les avantages que va leur procurer l'acquisition de ces équipements. Nous, ça va nous permettre seulement d'avoir une augmentation d'embouteillage par jour. On va passer de
3 000 litres de capacité par jour à 7 000 litres. Donc, c'est vraiment un bond incroyable. Ça va nous permettre aussi au niveau de la distribution de distribuer beaucoup plus facilement nos produits parce que ça va être des caisses qui vont être plus légères. Ça va être des produits qui vont être capables d'être plus accessibles parce que les coûts de transport vont diminuer. Donc, on va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs sur le réseau. Ça va nous permettre aussi, on parle des installations électriques. Les installations électriques, ce n'est pas non seulement pour la nouvelle encanneuse, mais c'est parce qu'on a un autre projet qu'on va débuter prochainement qui va être l'ajout d'une centrifugeuse, qui est un prochain projet qu'on va développer à l'automne, une centrifugeuse qui va augmenter notre capacité de production, mais aussi de ramasser le plus de bière possible, de diminuer aussi tout ce qui va au niveau des effluves au niveau de la fosse septique. Donc, on essaie d'être le plus vert possible, d'être le plus automatisé possible aussi chez Pit Caribou. Parmi les projets à venir, un de ceux-là est la création d'un siège social et il est hors de question que ce soit en ville. Pour Jean-François Nelly, il est important qu'il soit en Gaspésie. Nous, en Gaspésie, ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que tout ce qui est l'administratif, les postes à valeur ajoutée, ça soit entre Gaspé et Pointe-à-la-Croix, point final. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer ça, puis faire en sorte de prouver, hors de tout doute, que la qualité de vie, c'est en région que ça se passe. Donc, on a un message à faire. Puis ce qui est plaisant, en vivant à Gaspésie, on a la Gaspésie qui nous vend et nous, on vend la Gaspésie ensemble. Il est à noter que le projet total est de 1 350 000 $. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Le 25 mars dernier, la Maison de la culture de Grande-Rivière avait tenu son assemblée générale annuelle et y dévoilait sa nouvelle image de marque. Pour nous en parler, j'avais rencontré Samuel Méthode-Laflamme, qui était à ce moment le directeur général de la Maison de la culture de Grande-Rivière, qui est devenu Courant culturel Rocher-Percé. Le besoin d'une nouvelle, de changer le nom est venu comment? En fait, ça découle depuis plusieurs années, même avant moi, quand c'était l'autre direction générale, suite au mandat émersien que l'organisme a reçu en 2016, on sentait déjà qu'il allait y avoir des problèmes au niveau tant des communications que de la perception des gens envers un organisme comme le nôtre qui débarquait, mettons, dans leur municipalité. Je prends par exemple, quand on fait des activités à Percé, c'est pas toujours facile d'expliquer pourquoi la Maison de la culture de Grande-Rivière fait des activités à Percé, surtout quand on fait référence à la notion qu'est-ce qu'une maison de la culture. Une maison de la culture, comme qu'on voit dans les grands centres ou même ailleurs, comme à Sainte-Anne-des-Monts, par exemple, c'est un lieu fixe avec différentes installations ou équipements qui permettent de produire des événements culturels. Alors que dans notre cas, ça n'a jamais été vraiment cette notion-là. Ça a toujours été un organisme qui se déplaçait, faisait des activités culturelles à l'époque à Grande-Rivière, majoritairement. Mais aujourd'hui, on s'éclate sur l'ensemble du territoire. Donc, la notion même de maison de la culture n'avait pas de lien là, avec tout le nouveau mandat qu'on a. C'est pourquoi que, après plusieurs années et dans le contexte actuel pandémique qui a ralenti quelque peu nos activités, le conseil d'administration a décidé d'aller de l'avant dans le processus. On trouvait que c'était un momentum assez intéressant. Donc, on est allé en appel d'offres en collaboration avec les technocentres là, qui nous a permis d'avoir accès à plusieurs fournisseurs très intéressants. Nous avons sélectionné la firme Audace Marketing de Sainte-Anne-des-Monts pour nous accompagner dans le cheminement. Et on a mis sur pied un comité là, au sein de la Maison de la culture. Donc, on avait Mme Marie-Paul Fournier, qui faisait partie des personnes depuis le début de l'organisme. Et je peux penser aussi également à notre présidente Flavie Barberousse, qui était également du comité, Laurence Côté-Lebrun, ainsi que moi-même et Francis Dumont de la MRC Rocher-Percé, qui ont participé tous ensemble aux différentes rencontres depuis l'automne dernier jusqu'au dévoilement le 25 mars passé. Donc, vous en êtes venu comme nom à Courant culturel. Qu'est-ce que ça représente, ce nom-là? En fait, le courant culturel, c'est une expression assez utilisée dans le monde, dans le milieu culturel, dans le sens que quand on parle d'un courant culturel, ça peut être une période dans l'histoire qui faisait référence à ce type d'art ou d'œuvre ou de technique, alors qu'on trouvait que ça emmenait toujours comme un côté, une tendance, une vision, un processus. Donc, c'est pourquoi la firme nous a proposé ce nom-là, quand on souhaite aller au-delà de ce qu'on fait, sortir des sentiers battus, être toujours au courant des tendances, aller en innovation toujours. Et courant fait aussi référence autant à la mer qu'aux rivières également. Donc, c'est un lien important avec notre MRC également. Donc, on trouvait que la signification était très importante. Et aussi, comme un de nos administrateurs avait sorti, un courant, ça n'a ni de début ni de fin. Donc, c'est toujours en continuelle évolution. Donc, courant culturel, voilà, c'est comme ça, c'est né.
Et on rajoute Rocher-Percé également pour bien nous ancrer sur le territoire. Par rapport à ce que vous aviez avant, Maison de la culture de Grande-Rivière, est-ce que, mis à part le territoire, qu'est-ce qui change de plus? Bien, qu'est-ce qui change, c'est vraiment plus toute l'évolution de l'organisation, je dirais, dans le sens que, oui, on a amené la Maison de la culture à où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu des bases très fortes dans le sens que la mission n'a pas changé. Elle s'est juste plus développée dans le sens que maintenant, on fait de la danse contemporaine, on fait de la musique classique, on fait différentes techniques qu'on n'avait pas nécessairement sur le territoire. Bref, je ne sais pas si vous voyez, mais la Maison de la culture, depuis les dernières années, essaie d'évoluer et d'aller au-delà de ce qui se fait. Et toujours dans le but de rendre accessibles les différentes disciplines culturelles. Donc, on s'amène avec différents projets comme en art visuel, par exemple. C'est quoi les prochaines étapes qui vous attendent? En fait, on va annoncer prochainement, dès que la MRC du Rocher-Percé va annoncer la nouvelle entente de développement culturel, on va pouvoir vous confirmer les différents projets sur les 3 prochaines années qui s'en viennent. Nous travaillons aussi présentement avec la ville de Grande-Rivière pour les spectacles estivaux, pardon. Donc, on va lancer les Mardis Country pour le mois de juillet. Et on va également travailler en collaboration avec la Danse sur les routes du Québec pour développer la danse contemporaine in situ à Percé. Donc, ça va être de la danse qui va être faite dans le paysage de la ville de Percé. Donc, c'est une belle collaboration. Ça va être la 2e année qu'on collabore avec eux à faire tourner la danse et la développer sur notre territoire. Et je vous dirais qu'à l'automne, on travaille avec les Cultures pour tous pour essayer de ramener en classique, qui n'a pas été présenté à l'automne dernier suite à la fermeture de la région, quand on est passé en zone rouge. Donc, on devait accueillir l'Orchestre symphonique de Longueuil, une partie de l'Orchestre symphonique de Longueuil avec son chef Alexandre Dacosta, qui était présent, entre guillemets, à notre AGA virtuel. D'ailleurs, il nous a fait un beau clin d'œil. On l'en remercie grandement. Donc, vous voyez un peu vers où est-ce qu'on s'en va. Et je vous dirais qu'on va lancer beaucoup d'appels à projets pour de la création artistique en art visuel pour notre galerie d'art sans mur, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse rêver et imaginer qu'est-ce que la galerie d'art sans mur. On en parlera, mais qu'on soit rendu là. Oui. Eh bien, beaucoup de projets à venir, comme vous nous avez présenté. Et merci beaucoup de m'avoir parlé de votre nouvelle image de marque. Merci beaucoup à vous. Au mois d'avril, Mérinov a reçu une subvention de 17,3 millions de dollars du provincial qui lui permettra de doubler la superficie des installations et créer de nouveaux emplois. Ariane Aubert-Bonne avait assisté à la conférence de presse. Mérinov était sur toutes les lèvres jeudi dernier, alors que le gouvernement provincial lui a octroyé une subvention de 17,3 millions de dollars pour permettre son développement dans le secteur de la recherche. Les 30 emplois actuels seront consolidés et 20 nouveaux emplois seront créés. La ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, en a fait l'annonce, accompagnée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. Unique en son genre au sein de l'écosystème d'innovation des pêches et de l'aquaculture, Mérinov est d'ailleurs le seul centre de recherche au Québec entièrement voué à la pêche, à l'aquaculture en eau marine et à la transformation de produits marins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer une contribution financière de plus de 17,3 millions de dollars à l'organisme grâce au programme du ministère de l'Économie et de l'Innovation, soutien aux organismes de recherche et d'innovation. Cet appui servira à la mise en place d'un carrefour de l'innovation en pêche, en aquaculture à Grande-Rivière, qui est un important pôle de recherche et de formation dans ce secteur d'activité stratégique dans la région. Ce projet de près de 20 millions de dollars engendrera la création de 20 emplois et la consolidation de 30 autres emplois dans la région. Concrètement, Mérinov procédera à divers travaux de rénovation et d'agrandissement afin de doubler la superficie de ces espaces de recherche. L'organisme pourra ainsi accueillir un plus grand nombre de chercheurs, d'étudiants, de stagiaires et de partenaires de recherche aussi. L'équipe hébergera aussi de nouvelles plateformes de recherche industrielle sur les espèces commerciales comme le homard, le crabe des neiges et les macro-algues d'ailleurs, où on a appris de M. Courtemanche ce matin qu'on était un petit peu en retard au Québec comparativement à d'autres pays dans le monde. Donc,
je pense qu'avec l'investissement de ce matin, ça nous permettra déjà de faire un pas dans cette direction d'avancement. Ces travaux d'infrastructure permettront à Mérinov de consolider son leadership en matière de recherche sur les pêches et l'aquaculture. Comme ministre délégué au développement économique régional, je trouve qu'un projet de cette envergure puisse voir le jour dans une municipalité de 3400 habitants est une grande nouvelle pour l'occupation du territoire et le développement économique de la ruralité. C'est intéressant de voir qu'un projet de cette envergure puisse aussi voir le jour dans des communautés plus rurales plutôt que dans les centres urbains. Donc, je souligne cet élément qui, comme ministre, est important. Et la raison pourquoi je suis ici ce matin en support à Marie-Ève, c'est que l'innovation est au cœur de mes préoccupations depuis que je suis en politique. J'ai eu la chance aussi de visiter les installations durant l'été 2019 et j'avais été très impressionné de voir l'étendue des travaux de recherche qui avaient lieu chez Mérinov. Donc, heureux de voir qu'on va pouvoir continuer à faire de l'expansion. Parce qu'en plus de créer des emplois de qualité dans la région, la bonification des espaces de recherche, ça va renforcer l'offre de services en aquaculture. C'est un secteur qui est doté d'un grand potentiel de croissance au Québec et un potentiel dont on doit tirer pleinement profit. Les avancées qui verront le jour dans ces installations en fine pointe vont aider Mérinov à mieux appuyer les entreprises qui souhaitent innover. La recherche et l'innovation sont les fondements mêmes de la compétitivité de nos organisations. Dans le budget 2021-2022 annoncé le 25 mars dernier, on prévoit près de 218 millions de dollars pour créer au Québec de la richesse par l'innovation. Au MEI, nous avons également amorcé les travaux entourant l'élaboration de la prochaine stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Surtout que c'est un projet là, qui va vraiment avoir une portée stratégique là, pour tout le secteur des pêches. Fait qu'un investissement de 17 millions, comme il vient d'annoncer, c'est un projet de 20 millions, c'est certainement tout un fichu coup de pouce, puis je pense qu'on pose un geste là, qui est tout à fait approprié dans le cas d'un projet comme ça. Pour sa part, le ministère de l'Agriculture, vous êtes au courant de la saga, puis tout ça autour de la propriété des terrains, puis pour céder le terrain, comment ça a été compliqué, mais très, très heureux là, qu'on ait réussi à trouver la façon de vous céder les terrains, les bâtiments là, pour les 40 prochaines années pour que ce projet-là puisse se réaliser. Puis ensuite, tout ça, on s'est entendu, là, c'est 250 000 $ aussi qu'on va vous transférer là, pour certaines améliorations qu'il doit y avoir sur les bâtiments. C'est un projet qui est excellent pour les régions côtières, maritimes, si on s'entend là-dessus, mais en même temps, c'est un projet qui est excellent aussi de façon indirecte pour le Québec parce que ça va être quoi? Ultimement, c'est la création d'entreprises, c'est la création d'emplois de qualité, c'est tout un écosystème qui va se trouver renforcé et qui va faire des petits. Fait que c'est certainement des très bonnes nouvelles. Puis, à la base de la recherche que vous faites, c'est sûr que c'est les défis qui sont associés naturellement au changement climatique, à l'environnement, mais aussi, c'est les nouvelles opportunités de marché, les nouveaux produits qu'on peut développer. Puis, l'essence même, la mission d'un centre d'innovation comme le vôtre, c'est pratico-pratique. C'est vraiment du transfert de connaissances pour qu'on ait des résultats concrets sur le terrain. Fait qu'on le voit dans les technologies au niveau des viviers homards, les travaux que vous pouvez faire sur tout ce qui touche la baleine noire, comme on est sensibilisé à ça aujourd'hui, toute la question de désempêtrement un peu des baleines. Fait que c'est un ensemble de projets qui, concrètement, il va y avoir des retombées là, auprès des industries et auprès de la façon dont on va faire les choses là, dans nos pêches commerciales. Chez Mérinov, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Le directeur général David Courtemanche décrit à quoi serviront les fonds octroyés. C'est d'avoir des gens qualifiés, des emplois de qualité en région, ça passe par des investissements comme ceux-ci, puis c'est très, très apprécié. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est une très belle journée. Il nous fait vraiment plaisir d'accueillir cet investissement de plus de 17 millions de dollars du gouvernement du Québec qui va nous permettre, en fait, d'outiller les entreprises qui travaillent avec nous. Il faut savoir qu'au Québec, les entreprises sont très créatives, elles sont très portées vers l'innovation, puis elles ont besoin d'outils, elles ont besoin d'infrastructures pour être capables de libérer cette créativité-là, puis de la mettre en application, de la tester, puis ensuite de ça, de l'appliquer dans leurs procédés industriels. Donc, c'est un investissement qui va nous permettre enfin de mettre à leur disposition des outils pour le faire. Donc, un lieu physique où on va regrouper essentiellement les chercheurs, les étudiants, les pêcheurs, les aquaculteurs, les membres, les entrepreneurs, puis les employés et gens au niveau de la recherche et de l'innovation du côté des entreprises de transformation des produits marins au Québec. Ça va nous permettre aussi effectivement de moderniser nos infrastructures, évidemment, mais d'accélérer aussi la réalisation de projets qui sont axés sur les besoins de l'industrie.
Nous, chez Mérinov, on est une équipe de 100 personnes et plus. Mais on travaille pour les entreprises. On travaille pour les petites et moyennes entreprises et aussi les grandes entreprises du Québec pour les amener à être très, très compétitives au niveau mondial. Concrètement, ce qu'on va faire avec ce projet, c'est que ça va nous permettre d'établir des ateliers de design et de conception d'engins de pêche durables. On va pouvoir compter dorénavant sur une salle d'élevage piscicole avec des technologies modernes de traitement des effluents. On va pouvoir compter aussi sur des laboratoires humides pour les macroalgues et les microalgues pour l'élevage de nouvelles espèces. D'établir une micro-usine pilote pour la valorisation des coproduits marins et des algues. Et de pouvoir compter sur des laboratoires de pointe. Essentiellement, on fait de la recherche de pointe, on a besoin de talents de pointe, de chercheurs en fait qui nous viennent d'ici, mais aussi d'ailleurs, puis pour être capable de les attirer, puis de leur permettre de s'établir de manière durable en région, ça nous prend des infrastructures qui permettent de répondre aussi à leurs attentes. Il faut savoir que l'investissement que vous faites aussi va permettre la valorisation d'équipements qui existent déjà aussi. Donc, on va restaurer, on va mettre à niveau et mettre en valeur le Carrefour national de l'aquaculture et des pêches. On va aussi mettre à niveau la salle des bassins, qui était auparavant, jusqu'ici en tout cas, la propriété du MAPAC. Notre objectif, vous l'avez dit, Mme Proulx, c'est de doubler la superficie pour accueillir de nouveaux chercheurs industriels et des projets qui permettront au Québec de développer et d'adapter des meilleures technologies du monde au profit des entreprises du secteur de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation des produits marins d'ici. Donc, essentiellement, au niveau du plan de travail, nous entrons dans une phase d'appel d'offres, puis les plans et devis devraient être complétés normalement d'ici environ 1 an, puis le début des travaux devrait se faire au courant de l'été 2022. Donc, d'ici 1 an, on devrait pouvoir se rencontrer possiblement à nouveau pour une pelletée de terre, essentiellement pour débuter officiellement les travaux. Notre ambition à travers le projet, c'est de mettre en place aussi un programme d'entrepreneurs en résidence. Donc, d'accueillir des jeunes pousses, d'accueillir des entreprises qui veulent démarrer de leurs activités, puis accompagnés par notre équipe, en fait, pour développer leur entreprise. Ça va nous permettre de créer 40 nouveaux projets d'ici 5 ans, des projets de recherche, évidemment, et de générer plus de 50 millions de dollars d'investissement privé en recherche et développement dans le domaine de l'aquaculture, des pêches et de la transformation des produits marins. C'est un projet qui ne pourrait pas se réaliser sans la contribution financière aussi du mouvement Desjardins, que je tiens à souligner ici. Donc, 200 000 $ sont offerts pour le projet via le Fonds du Grand Mouvement Desjardins et 50 000 $ de la part de la Caisse du littoral gaspésien de Grande-Rivière. Leur implication à titre d'institution financière, évidemment, ça donne une crédibilité financière au projet, puis ça permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut faire. C'est un projet aussi qui va nous permettre, chez Mérinov, de renforcer le mandat de gestion du CCTT, donc du Centre collégial de transfert technologique des pêches, que nous confie le Cégep de la Gaspésie et des îles de la Madeleine depuis 10 ans. Le CCTT, en fait, nous permet aussi d'offrir des solutions innovantes à l'industrie. Et puis, le projet va nous permettre, par conséquent, d'offrir des opportunités uniques pour les étudiants de l'École nationale des pêches et de l'aquaculture située à Grande-Rivière. Donc, voisins des infrastructures qui sont financées. Je ne peux pas passer sous silence toute l'implication de l'équipe du MI, du MAPAC, de Desjardins et de la Ville de Grande-Rivière qui développent avec nous essentiellement le projet depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, qui nous ont accompagnés tout le long du projet, qui nous ont permis de compter sur leurs expertises et leur volonté de développement aussi. À la Ville de Grande-Rivière, le maire Gino Cyr voit dans cette entente une excellente opportunité de développement. C'est un plus là, au sein là, de notre municipalité. Je vous dirais que ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Donc, on a même participé à la structure de financement avec un crédit de taxe, là, puis ce qui avait été compris dans le montage financier. Donc, une très belle nouvelle là, pour la communauté. Moi, ce que je suis très fier, c'est le fait que ça va créer des nouveaux emplois là, en recherche-développement. Ça va permettre à nos jeunes, soit à l'extérieur de la région, qui étudient dans des domaines qui sont dans le secteur des maîtrises ou doctorats, de pouvoir revenir en région puis de contribuer au développement là, de la ville puis de la région. Donc, puis avec des emplois là, bien payés. Quand je suis rentré maire, ma vision du développement de la ville se faisait surtout autour de l'école des pêches et de l'aquaculture du Québec. Parce que c'est une école qui fait partie des 5 écoles nationales là, du Québec. Par contre, il y avait un projet sur la table que le conseil voulait acquérir le Canap pour en faire son hôtel de ville.
Moi, ma vision, c'était plus de vraiment travailler au niveau de l'innovation, recherche-développement. Le CANAP, ça avait été mis en place. C'était une infrastructure qui était là pour soutenir l'industrie. À partir de ce moment-là, j'ai travaillé là, avec le gouvernement du Québec en s'associant avec Mérinov, l'École des Poches, travailler de façon structurante pour mettre un projet en place dans lequel, comme M. David Courtemanche a expliqué tantôt, là, ça va être là, un bâtiment. Donc, en réalité, le CANAP va avoir une deuxième vie parce qu'il va avoir un agrandissement entre le KMGR puis l'ancien CANAP pour faire un seul bâtiment qui va avoir des infrastructures à jour. Puis, ce projet-là, étant donné qu'il était admissible, il y avait un programme qui appelait le volet 4 dans lequel on pouvait chercher une subvention de 90 % pour des projets structurants. Ce genre de programme-là n'était pas admissible pour les entreprises, mais il est doté aussi pour les centres de recherche. On sait très bien, tu sais, qu'entre autres, le Bas-Saint-Laurent, il y a une concentration de centres de recherche là-bas. L'université Lucar est là-bas, tu sais. Donc, moi, ce qui était important, c'était de m'assurer que le centre de recherche puisse avoir là, tous les outils nécessaires, l'expertise pour être en mesure d'accompagner les entreprises là, de proximité. Ariane Aubarbonne pour TVCGR. La Ville de Percé a reçu le 18e prix d'excellence du Conseil régional de l'environnement pour ses initiatives et ses projets éco-responsables. Marc Baird en avait parlé avec Jean-François Cacou, directeur général de la Ville de Percé. Alors, bonjour Monsieur Cacou, comment allez-vous? Bonjour Marc, ça va très bien et toi? Très très bien, merci. Yes. Eh bien, je voudrais juste discuter un petit peu avec toi en lien bien sûr avec le prix d'excellence qui a été remis à la Ville de Percé pour les initiatives éco-responsables. Alors, est-ce que tu pourrais, qu'est-ce qui a permis dans le fond à la Ville de Percé déjà de recevoir ce prix-là? Ce sont les initiatives de la ville en matière de développement économique durable et puis aussi les projets qu'on a lancés qui ont une vocation là, éco-responsable et puis promotion aussi de comportements éco-conscients. Je dirais que ce sont ces initiatives-là de leadership de la ville de Percé qui nous ont permis d'obtenir ce prix d'excellence là, du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie. Alors, on pourrait citer peut-être quelques projets. Je ne sais pas où sont, peut-être on pourrait dire où est-ce qu'ils en sont rendus. Si on parlerait par exemple de la rue avec ce type d'asphalte-là qui est toujours en cours de recherche. Oui, la rue commerciale éco-consciente fait partie de ce qu'on va appeler les projets qui ont eu le plus d'attention de la part du Conseil, puisqu'on est en ce moment-là en recherche et développement d'une formulation. Cette recherche et développement se fait supervisée par la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Nous, à la Ville de Percé, on agit comme bailleur de fonds et puis aussi réceptacle du projet pilote une fois que la formule sera développée en laboratoire. Ces recherches sont menées par l'Université Laval et l'ETS. Pour démontrer la faisabilité technologique et scientifique de cette combinaison de bitume et de plastique incorporé dans l'asphalte qui permettrait là, de faire disparaître définitivement des plastiques à usage unique polluants pour notre environnement. Donc, on est rendu en ce moment au rapport préliminaire de la part des recherchistes qui devront, là, d'ici la fin de l'année, faire des essais en laboratoire, notamment sur des planches qu'on appelle communément là, des planchettes d'essai pour voir tous les tests, donc vieillissement, gel, dégel, viscosité, durabilité, flexibilité de l'asphalte. Ce sont des tests qui seront faits là, en laboratoire. Et puis ensuite, la phase 3, c'est la construction de la rue commerciale éco-consciente. Courant 2022, là, on irait peut-être éventuellement là, en appel d'offres. D'accord. Et si on passe maintenant à l'école du côté de Val d'Espoir, on a assisté un peu à la conférence où il y avait toute l'explication du projet. Yes. Où est-ce que ça en est rendu maintenant? L'école de permaculture et d'agriculture innovante est maintenant incubée par un organisme à but non lucratif du nom de SDEP, qui est la Société de développement économique de Percé. La SDEP a embauché un coordonnateur
qui est M. Emmanuel Estérez. Et M. Emmanuel Estérez, donc, est en organisation maintenant d'une campagne de sociofinancement pour l'école de permaculture et d'agriculture innovante qui sera annoncée dans les prochaines semaines. Et là, toute la communauté pourra contribuer à ce projet intéressant et puis surtout structurant pour notre localité et qui permettra là d'offrir des nouveaux produits de formation, notamment en permaculture, en agriculture innovante, mais aussi soutenir nos agriculteurs locaux, puisque ce sont les 3 axes que la ville de Percé poursuit au travers de ce projet: soutenir nos agriculteurs locaux, offrir un produit novateur en matière de formation en permaculture et en agriculture innovante, et puis dynamiser notre territoire, donc dynamiser le territoire de la ville de Percé, mais surtout la localité de Val d'Espoir. Donc, c'est un peu l'état des lieux au niveau du projet d'école de permaculture. On devrait aller en sociofinancement là, dans les semaines qui viennent. D'accord. Et puis pour tout ce qui, parce qu'en venant un peu aux routes, j'ai lu dans le communiqué de presse qu'il y avait un des points, c'était les pratiques de gestion et d'innovation mises en place pour les infrastructures routières municipales. Il s'agit de quoi exactement? Ben, premièrement, il s'agit du fait qu'aujourd'hui, la personne est capable de détecter les nids de poules avec l'intelligence artificielle. Donc, ça évite les dédoublements de déplacements sur le territoire. Ça permet de mieux planifier les opérations. Ça permet de détecter aussi rapidement les nids de poules qu'il faut réparer. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous savez qu'on est toujours en test d'une membrane géotextile qui permet là, de sceller les réparations de nids de poules. Les observations qu'on a nous font savoir qu'il faudrait continuer nos essais, notamment encore sur une autre saison, pour s'assurer, et sur d'autres types de routes, pour s'assurer que cette technologie-là est efficiente pour nos routes. À présent, les résultats qu'on a sont encourageants. Et ça aussi, ça permet d'augmenter la durée de vie des réparations des nids de poules, puisque le problème avec un nid de poule, ce qui a un impact sur la pollution environnementale, c'est parce que le fait qu'il se réouvre régulièrement, il faut le réparer continuellement. Puis le fait que, par exemple, on ne détecte pas rapidement les nids de poules, mais ça augmente le stress sur une infrastructure routière et qu'au lieu de réparer rapidement le nid de poule, ben, on se retrouve à réparer toute la rue parce qu'on n'a pas eu des interventions proactives et parfois même des interventions là, préventives. Voyez? Donc, c'est toute cette combinaison de pratiques de gestion qui ont permis là, d'attirer l'attention là, sur notre comportement là, éco-conscient à la ville de Percé. D'accord. Et maintenant, avec l'été qui s'en vient, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, aller se baigner. Et on parle entre autres par rapport à Percé, on parle de la rivière aux émeraudes. Oui. Qu'est-ce qu'il en est du parc municipal? Est-ce que les gens vont pouvoir y avoir accès de façon fluide cette année? Oui, cette année, les gens pourront avoir accès au parc La Rivière Émeraude. On est en train de finaliser là, les infrastructures de base, stationnement, réparation de l'escalier, ce qu'on avait promis en 2020 que malheureusement, on n'a pas pu réaliser à cause du chamboulement et de la perturbation de la pandémie de COVID-19. Mais cette année, là, on est en train de mettre la base, si vous voulez, pour nos visiteurs cet été. Donc, ils pourront visiter la rivière aux émeraudes. C'est clair qu'il y aura une tarification. C'est $7 pour les 12 ans et plus. Et, pour les 13 ans et plus. Et gratuit pour les 12 ans et moins. Et gratuit aussi pour les résidents de Percé. Donc, la rivière Émeraude, aujourd'hui, cette année-là, pourra accueillir les visiteurs. On partira aussi en concours d'architecture et de design urbain pour présenter un concept qui permettra de venir sublimer ce parc-là de plus de 44 hectares et qui offrira là, des activités culturelles, sportives, des saines habitudes de vie aussi aux contribuables et à nos visiteurs à Percé. Donc, on est quand même sur un projet qui a un échéancier de 3 à 4 ans, mais qui est déjà là utilisable avec des infrastructures de base. C'est clair que le site va se transformer continuellement jusqu'à devenir un parc de 4 saisons parce que ce sont les ambitions de la ville de Percé. Oui, parce que le parc municipal
se tient pas juste uniquement à la chute. Je veux dire, la rivière aux Émeraudes, c'est pas uniquement la chute, il y a tout un vaste territoire autour de ça. Oui, il y a vraiment tout un vaste territoire à découvrir de beauté géologique, naturelle, mais aussi, même en hiver, c'est un endroit magnifique où on peut faire du ski de fond, on peut faire plein d'activités hivernales dans ce parc. Donc, c'est clair qu'il y a un potentiel de développement 4 saisons et puis c'est ce que la ville entend faire. D'accord. Donc, tous ces projets qui sont un peu inclus dans le prix, je n'imagine pas inclus, mais qui font partie un peu du prix que vous avez reçu, si j'ai bien compris, ça faisait partie un peu de la ville de Percé, le plan stratégique que vous aviez lancé il y a quelques années de ça déjà, en 2020, non, c'est ça? Oui, en 2020, on a lancé on a annoncé et adopté notre planification stratégique et territoriale à la ville de Percé. Et puis, les 3 axes de développement de cette planification stratégique, c'est le leadership, l'éco-conscientisation et l'autonomie. Et en recevant ce prix, c'est ce que la mairesse a mentionné, c'est que le conseil régional de la Gaspésie reconnaissait le leadership de Percé dans certaines pratiques, mais surtout la promotion de comportements éco-conscients montrait que ça marchait et puis il fallait le montrer au maximum de personnes pour soit transférer ces connaissances ou sensibiliser nos pairs à l'utilisation, ou du moins au comportement éco-responsable. Reflet d'ici rétrospective 2021 est une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. C'était la première partie du Reflet d'ici rétrospective 2021. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour la suite de la rétrospective.